À l'époque, je faisais du powerlifting et je ne savais pas encore dans quelle direction je voulais aller. Et par hasard, je me suis retrouvé dans cette salle. C'était une salle incroyable, une vraie ambiance familiale. Tous ceux qui s'entraînaient là-bas, c'était comme des amis proches. Il était toujours agréable d'y aller. Ce n'était pas une salle de sport de chaîne. Dans une salle de chaîne, tu viens juste t'entraîner, tu es seul, tu parles à personne. Là-bas, tu venais aussi pour te détendre. On avait une vraie équipe de sportifs. On partait ensemble aux compètes, parfois à 15. Avec le recul, je me rends compte aujourd'hui que c'était vraiment une période géniale, même si je ne l'appréciais peut-être pas autant à l'époque. En ce qui concerne les perfs, je me souviens bien. J'ai fait un squat à 360 kg, un développé couché à 270 et un soulevé de terre à 350 kg. Mon poids était autour de 125 kg. Bon, à l'époque, j'avais pas ce look impressionnant, juste un gars un peu en surpoids, comme la plupart des lifters. Grosse carrure, grosses fesses. Puis j'ai voulu changer d'apparence et aussi commencer à monétiser un peu tout ça. Parce que le powerlifting, en réalité, c'est un sport populaire uniquement dans des cercles très restreints et surtout chez les vrais athlètes. Alors que le bodybuilding, le fitness et tout ce qui va avec commençait à devenir tendance à ce moment-là. Je précise aussi qu'à côté du powerlifting, je participais à des compétitions de strongman et là aussi, j'obtenais de bons résultats. En fait, j'ai quitté le powerlifting pour le bodybuilding à cause de l'âge. À ce moment-là, je commençais déjà à être à la traîne par rapport à mes camarades. Il fallait trouver un moyen de rester compétitif. C'est à partir de cette transition, avec les premières victoires, de nouveaux objectifs, qu'il a fallu aller plus loin. Continuer à progresser, viser d'autres médailles. Et avec certaines rencontres, certains détails, c'est arrivé que j'ai vu des gars utiliser du Synthol. Et ça m'a motivé. Quand tu t'es lancé, quand tu cours après les résultats, tu rechignes devant rien. En voyant des gars plus âgés s'injecter et avoir un bon rendu, tu commences à les imiter. Pas avec ton propre jugement, mais par mimétisme. Et c'est ce qui m'a mené à ces conséquences déplorables. Mais d'ailleurs, ce n'est même pas du vrai Synthol. Il n'existe aucune définition claire du Synthol. Même Chris Clark, qui commercialise le soi-disant Synthol original, explique dans une interview que pendant 15 ans, il a constamment modifié sa formule. Donc il n'y a pas une seule formule définie pour ce produit. En réalité, n'importe quelle huile que tu t'injectes en intramusculaire peut être appelée Synthol. Et en plus, il y a un gros mensonge. Dans la composition, il y a 15% de lidocaïne. Et dans ces mêmes interviews, il raconte qu'il s'injectait 10 ml dans un biceps, 10 ml dans l'autre, puis directement dans les deux triceps, et allait ensuite s'entraîner. Faites le calcul de la quantité de lidocaïne. C'est une dose létale. Déjà ici, on voit un mensonge. Pourquoi Chris Clark a-t-il décollé? Il a été soutenu à temps. L'huile en flacon de 100 ml, dont le coût de production est de 10 $, est très rentable à vendre de 100 $. Et c'est là-dessus qu'il a été lancé commercialement. Mais on est aussi confronté à une autre situation. Avec cette publicité, beaucoup ont commencé à fabriquer leurs propres produits. Et ces produits faits maison ne correspondent pas à ce que faisait Chris Clark. Il suffisait d'écrire quelque chose sur le flacon, il pouvait y avoir de la paraffine, n'importe quelle huile insoluble, même du verre liquide était utilisé. Il s'est avéré qu'en 2014-2015, nous sommes tombés justement sur un lot de ce genre. Et en théorie, après injection, le produit est censé élargir les fascias, étirer les fascias musculaires, ce qui permet ensuite au produit de se résorber complètement. Et aux fascias plus étirés, de mieux acquérir la prise de masse musculaire. Mais en réalité, ça reste dans le muscle. Ça ne part nulle part. Non seulement ça attire les minéraux des selles et devient plus rigide et dense, mais en plus, cela modifie la rhéologie du sang. Je vais parler de mon propre exemple. À part un changement d'apparence, une apparence de fric et quelques effets de santé,
Je n'ai pas ressenti de choses très négatives. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dû se faire opérer simplement parce qu'ils ne pouvaient plus vivre normalement. Ils se sentaient mal à l'aise, avaient des acouphènes, des maux de tête constants. Ils étaient obligés de prendre des hormones anti-inflammatoires, des glucocorticoïdes, juste pour se sentir normaux. Ils ont dû subir tellement d'opérations juste pour pouvoir vivre normalement, sans même parler d'entraînement ou de progrès impressionnants. Tout cela anéantit complètement ta carrière sportive. Dans l'ensemble, je regrette, car je me suis laissé influencer par une mode, sans comprendre ce que je faisais. J'ai mis donc une croix sur ma carrière de compétiteur, alors que c'est justement vers la compétition que je me dirigeais. Ensuite, j'ai remporté l'Open au niveau régional. À mes premières compètes, j'étais clean. J'ai gagné dans ma catégorie sans avoir utilisé du Santhol. Et déjà pour la compète de Saint-Pétersbourg, je me suis préparé avec cette substance qu'il ne fallait pas utiliser. Comment tout a commencé? Honnêtement, je n'étais pas fan de Rich Piana. Je regardais plutôt d'autres vidéos, juste pour me motiver un peu. Je suis allé à Saint-Pétersbourg pour visiter, pour passer un peu de temps avec les potes à la salle, se balader. Et c'est là, directement dans une salle à Saint-Pétersbourg, que j'ai vu des coachs eux-mêmes injecter de l'huile dans les cuisses de leurs propres élèves. J'ai vu ça de mes propres yeux. Je ne vais pas dire qui j'ai vu, mais c'était des gars assez populaires à l'époque. Ils recevaient des injections directement en salle. Et ça m'a vraiment marqué. À ce moment-là, c'était considéré comme une sorte de panacée pour beaucoup. Beaucoup de gens ont souffert à cause de cette huile. Elle était très populaire. Et même après tous ces problèmes, elle continue à gagner en popularité. Elle était en vente partout, tu t'en souviens sûrement. À un moment, c'était presque dans toutes les mains de petits dealers. Tu pouvais en trouver partout, sur toutes les marques. Il suffisait de coller une étiquette et hop, tu avais un nouveau produit. C'est dans cette époque d'engouement que moi aussi j'ai fini par y venir. Mais je ne m'intéressais pas au fric, complètement déformé, gonflé de façon bizarre. Moi je voyais des exemples réels, vivants. Et je voyais à quoi ils ressemblaient en vrai. Et ça, visuellement, ça te pousse forcément. Je regardais l'apparence des gars, et ensuite je creusais plus concrètement pour comprendre. Je connais très bien l'anatomie musculaire avec le savoir théorique et pratique que j'avais. Franchement, je n'avais pas besoin de consulter qui que ce soit pour comprendre comment faire. Quand j'ai commencé à changer physiquement, je me suis retrouvé sous contrat avec Dragon Pharma et j'ai commencé à gérer mon compte Instagram. Donc certaines photos avant, eh bien, elles n'existent tout simplement plus. Il ne reste que des photos où je suis déjà énorme. Au moment où je faisais les injections, c'était pendant la prépa avant une compète. Pendant environ 3 mois. Je ressemblais à un monstre. Vraiment impeccable. Au début, tu as l'air fantastique. Rien de superflu, tout est clean. Ça en jette. Oui, il y a eu des problèmes pour faire la sèche à cause de ça. Mais ça, je l'ai compris plus tard. Parce que, quoi qu'il arrive, ce genre d'injection provoque une inflammation. Et cette inflammation, il faut en tenir compte lors de la sèche. Ça provoque une rétention d'eau. Donc tu peux facilement te tromper pendant la phase de recharge. Aujourd'hui, je comprends un peu mieux comment gérer ça, même avec une inflammation. Mais à l'époque, je n'avais pas cette expérience. Puis quand j'ai commencé à prendre du volume, les zones où j'avais injecté ont commencé à grossir très rapidement. J'avais même pas besoin de réinjecter. Ça explosait tout seul. Chaque fois, je prenais énormément en masse. Oui, tu continues à injecter régulièrement selon un certain protocole, mais le volume qui apparaît ensuite, ce n'est plus vraiment lié à ce que tu injectes. C'est parce que la substance commence à se solidifier, à attirer des minéraux, du sel, etc. Et donc, elle se densifie et gonfle davantage. À l'époque, les gens racontaient, tu injectes, ça tire les fascias, puis ça résorbe et tu progresses. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Je juge par mon propre expérience, qui est plutôt négative, et par les informations que j'ai pu analyser ensuite. Je pense que ça n'en vaut pas la peine.
Même s'il existait une huile qui fonctionne parfaitement, comme dans les manuels, eh bien ces manuels, c'est aussi du marketing pour un certain produit, pour en vendre davantage. Et la probabilité de tomber sur un bon produit est minuscule. Donc maintenant, pensons de façon critique. On connaît des gens à qui on a amputé des membres à cause de ça. Je ne citerai pas cette personne. Il y a beaucoup de problèmes. Et vu la probabilité de tomber sur un produit authentique, elle est quasiment égale à la probabilité qu'on t'ampute une jambe. Donc posons-nous la question honnêtement. Tu penses que tout va bien se passer? Sache que tu as autant de chances que ça finisse très mal. Et peut-être que ça ne sera ni parfait, ni catastrophique, mais quelque chose entre les deux. Mais dans tous les cas, tu joues avec ta santé, et pas juste à court terme. Tu joues avec ta santé sur le long terme. Aujourd'hui, peut-être que tout va bien, mais dans 3 ans, tu seras là à ne pas comprendre ce qui t'arrive. Et ce n'est pas juste toi qui ne comprends pas. Tu vas voir un médecin, il va te dire « Mais t'es un abruti, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» J'ai aussi été opéré, et très probablement je continuerai à l'être, pour retirer tout ce qui est superflu. Quand on a retiré cette substance, elle ressemblait à un cartilage dense, traversé de capillaires. C'était une matière très dense, dont la biopsie n'a pas permis d'identifier la nature. Les opérations étaient complexes. Cette substance dense émoussait les scalpels. Autrement dit, la matière était tellement dure qu'il fallait changer plusieurs scalpels pendant l'opération. L'intervention durait entre 3, 4 heures, parfois 5 heures, selon la perte de sang. Car chez les sportifs, le réseau capillaire est très développé, ce qui entraîne une hémorragie importante pendant ce type d'opération. La seule raison pour laquelle l'opération s'arrêtait au bout de 4 heures ou 5 heures, c'était la trop grande perte de sang. Après l'opération, tu te sens à peu près normal. Rien de particulier à part la douleur à l'endroit où on a coupé. Mais si tu fais comme moi, une série d'opérations sur une période de 3 mois, à la dernière, tu n'as presque plus de globules rouges dans le sang. Cela a entraîné une forme d'anémie et mon sang ne se régénérait plus normalement. Résultat, essoufflement, vertige et un état général très mauvais. Les médecins ne comprenaient pas pourquoi ce phénomène se produisait, car ils n'avaient jamais été confrontés à ce genre de situation. Même en utilisant des produits dits sportifs pour stimuler la production sanguine, censés augmenter les leucocytes, il n'y avait de réponse que du côté des plaquettes. Donc en gros, j'avais une anémie avec un excès de plaquettes. Ces déséquilibres sanguins sont des conséquences directes des injections. Autre raison importante, comme le tissu musculaire se renouvelle constamment, même si vous injectez profondément, au fil des années, la substance remonte vers la surface. Elle finit donc par se retrouver au-dessus du muscle, ce qui rend l'opération plus facile, on va dire. Dans un sens, car on ne coupe pas profondément dans le muscle, on enlève en surface. C'est aussi pourquoi, visuellement, les bras restent à peu près normaux. Mais honnêtement, j'ai perdu beaucoup en volume. Même si j'ai recommencé à reprendre aujourd'hui, tu as sans doute remarqué la différence entre maintenant et le show où on s'est vu. J'étais presque 2 fois plus gros, avec un volume énorme. Et cette apparence de fric excessive, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fini sur la table d'opération. À l'époque, mon bras faisait toujours plus de 60 cm. Aujourd'hui, il est autour de 58. En plus, on ne peut pas retirer la substance de façon homogène. Le bras n'est pas vidé de manière uniforme. Il reste des bosses à certains endroits. En gros, ça ne se répartit pas de manière lisse. Il peut y avoir des vagues là où on a enlevé en surface, puis une bosse ressort. Donc il faut corriger, recouper et retirer à nouveau. Si on regarde cette pratique sur le long terme, elle n'apporte rien de bon. C'est une grosse erreur que vous finirez par reconnaître. Il n'y aura qu'une seule solution pour s'en débarrasser, la chirurgie. Sinon, ça ne disparaîtra jamais. C'est le maximalisme de la jeunesse. On veut des résultats extrêmes en peu de temps.
C'est comme ça que fonctionne le sport. Tu as une fenêtre de temps pour exploser, faire ton maximum et en tirer quelque chose. C'est pour ça qu'on utilise la pharmacologie dans tous les sports. Tu veux réussir à tout prix dans ce court laps de temps. Je regardais ceux qui concouraient et qui s'injectaient, mais à ce moment-là, tu ne comprends pas ce que tu fais. C'est avec le recul que tu comprends ce que tu as récolté. Et c'est aussi pourquoi ma carrière compétitive ne s'est pas concrétisée. Les proches, en réalité, s'en fichaient complètement. Mais les gens autour, personnellement, ils ne montraient aucune réaction envers moi. Ils pouvaient se retourner, me regarder dans le dos ou m'observer directement. Mais dès que je me tournais dans leur direction, ils faisaient semblant de rien voir. Donc globalement, je n'ai ressenti pas particulièrement qu'on me regardait autrement. D'ailleurs, je ne le ressens toujours pas, même si mon apparence est assez particulière. Les gens me demandent parfois d'expliquer certaines choses ou me demandent des conseils. Je suis toujours ouvert et je dis les choses telles qu'elles sont, mais toujours avec une certaine éducation. D'ailleurs, je vais dire une chose. Souvent, quand je réponds sur Instagram à des jeunes ou un peu moins jeunes qui m'écrivent, ils s'étonnent que je leur réponde. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que je réponds à tout le monde. Et justement, beaucoup ne m'écrivent peut-être pas, car ils pensent que je ne vais pas répondre, comme c'est souvent le cas avec les athlètes populaires, à qui on écrit un message et qui ignorent. Quant à ce à quoi je voudrais ressembler, dans le passé, j'admirais toujours la catégorie Open, où il y a juste des mecs énormes, littéralement un vrai show. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le classique physique qui me parle. C'est peut-être lié à l'âge. Je comprends mieux avec quoi il est plus simple de vivre, quelle forme est plus optimale. Personnellement, je suis suivi par une équipe qui m'aide clairement. On a décidé de prendre un peu de masse, d'atteindre une forme où je sois à 140 kg propre. Actuellement, je pèse 140, mais je suis loin d'être sec. Donc je suis en plein cycle de prise de masse et je pense que ça ira jusqu'en février. Et pour le printemps, je veux être en bonne forme sur les stands. Et ensuite, une fois que ça sera fait, je verrai en fonction de l'opération. En réalité, j'ai ce tatouage simplement pour couvrir une cicatrice d'une opération ratée à l'épaule. Elle m'a un peu abîmé. Le faisceau intérieur du deltoïde a été un peu coupé, parce que l'opération a été faite à Oukhta. Et là-bas, les médecins ne sont pas très compétents. On aurait dit qu'on m'avait découpé à la hache, vraiment. Donc pour masquer ça, j'ai fait un tatouage par-dessus. Mais en réalité, je ne m'étais pas imaginé un look particulier ou un style avec ce tatouage. Peut-être que ça serait intéressant d'être couvert de tatouages, mais je ne me vois pas du tout dans ce rôle-là. Concernant une bosse à l'épaule, c'était juste à cause des produits classiques de pharmacologie. Une toute petite boule est apparue à cause des injections. Mais quand tu es sec et bien dessiné, ça ressort, c'est très visible. Beaucoup la confondaient d'ailleurs avec une veine. J'ai donc pris la décision de la faire retirer, pour que les épaules soient bien lisses, bien nettes. Elles avaient d'ailleurs vraiment une belle apparence à ce moment-là, mais l'ablation a été mal faite. Le médecin n'a même pas fait d'échographie, rien, aucune analyse préalable. Il a juste ouvert au hasard et a cherché. Résultat, il a complètement ravagé mon épaule. Le tatouage, lui, a bien couvert la cicatrice. C'est un tatouage un peu à l'ancienne, dans un style classique. Je ne dirais pas que je regrette de l'avoir fait, mais je n'ai pas vraiment terminé non plus. Ils m'ont passé 2 couches. Il restait encore des zones claires, des taches. Ils ont contourné des zones de la peau qui étaient irritées, des petits boutons, des inflammations. Et puis tu sais, quand tu fais un tatouage, tu dois faire une pause à la salle. Pas d'entraînement, pas de transpiration, rien. Et cette période de repos m'a vraiment pesé mentalement. C'est pour ça que j'ai même pas allé chercher à finir ce tatouage. Je te conseille de vraiment y réfléchir encore une fois, de bien peser le pour et le contre. Je dirais même plus. Tu sais, il y a des gens de 45, 46 ans qui m'écrivent pour me demander comment faire des injections. Des gens déjà formés, construits en tant que personnes. Et je ne comprends pas.
Ok, tu auras un bras de 47 cm ou de 52 cm. Mais qu'est-ce que ça va changer dans ta vie concrètement? Tu vas bousiller ta santé pour ça, mais vraiment. Et encore, si tu as de la chance, tu tomberas sur un produit bidon, juste de l'huile quelconque, mal dosée, qui se résorbera tout seul. Tu vas douiller un peu, mais ça passera. Mais si par malheur tu fais face à des complications sérieuses, là tu risques de vraiment le regretter. Alors réfléchis bien avant de mettre quoi que ce soit dans ton corps. Et même en ce qui concerne la pharmacologie, je le dis franchement, ne faites jamais rien sans l'avis d'un vrai spécialiste. N'allez pas vous écrire des programmes tout seul. Et ne vous fiez pas à ce que vous trouvez sur Internet, parce que la majorité de ce que vous lisez en ligne, c'est du n'importe quoi. Si je pouvais revenir en 2015-2016, je ne referais rien de tout ça. J'ai littéralement bousillé toute ma carrière sportive à cause de ça. Je suis quelqu'un de naturellement ambitieux et j'ai toujours été très proche du sport. J'ai pratiqué beaucoup de disciplines et dans chacune, j'ai réussi à atteindre un bon niveau. Mais si j'étais resté naturel, si j'avais continué un bodybuilding pur, sans injection, je pense que j'aurais aujourd'hui un vrai niveau compétitif. Et regarde aujourd'hui, je peux même plus monter sur scène. Je fais une sèche propre, je tiens un régime strict, je suis bien, mais ensuite, il n'y a rien. Tu te dis, ok, j'ai atteint mon objectif, mais derrière, la motivation s'efface. Tu perds même l'envie d'aller à la salle. Et ça finit par se voir. Sur toi, sur tes résultats, sur ta tête. Alors oui, au début, tu vas kiffer, tu vas sentir le boost, mais au final, tu vas tout laisser tomber. Et franchement, ça n'en vaut pas la peine.